Alors d'abord, son activité. Son activité. Et puis, quelle responsabilité peut être la sienne au cours de la vie de son entreprise. Alors, on a plusieurs types de statuts qu'on propose. Alors, vous avez le statut le plus simple, c'est entrepreneur individuel. Alors, il y a quelques années, c'est un statut intéressant, facile, simple. Au premier abord, je m'inscris au registre du commerce, au registre des métiers. Il n'y a pas de statut à faire, mais il y avait quand même un inconvénient, c'est qu'en cas de contraction, si on avait contracté des dettes importantes, vous étiez responsable sur vos biens propres des dettes contractées par l'entreprise. Aujourd'hui, il faut savoir, et là encore, ça peut être que l'avocat qui peut lui apporter cette information importante, c'est qu'un chef d'entreprise qui est entrepreneur individuel a la possibilité de faire chez notaire sur sa maison principale, non, et maintenant, même plus sur sa maison principale, sur l'ensemble de ses biens immobiliers, une déclaration d'insaisissabilité. Il faut le savoir, parce qu'après, c'est trop tard. Alors, si on veut créer une entreprise de petite dimension dans un premier temps, qu'on ne veut pas, qu'on n'a pas d'associé, qu'on ne veut pas se lancer dans la création d'une société parce qu'on est un peu effrayé, on peut commencer par ce statut d'entrepreneur. Tout dépendra de votre dossier. Dans d'autres dossiers, le statut de la société va s'imposer d'elle-même. Pourquoi? Parce que la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. Sauf si, bien sûr, ils sont cautions, ou s'ils ont mal géré, ou sauf s'ils sont condamnés demain pour escroquerie, abus de confiance. Donc, la SARL est également intéressante pour des activités moyennes, hein, où on est un associé ou deux. Par contre, le statut de la société par action simplifiée va s'imposer quand on peut être tout seul dans une société par action simplifiée. Mais s'il s'agit d'une grosse affaire avec un capital important, il est nécessaire d'avoir un commissaire aux comptes. La société par action simplifiée pourra être retenue par rapport, par exemple, au détriment, par exemple, de la société anonyme, qui est aussi intéressante, mais dont la gestion est beaucoup plus rigoureuse, et les conditions beaucoup plus strictes, puisqu'il nous faut 7 associés, 7 actionnaires dans le cadre d'une société anonyme. Il nous faut un conseil d'administration avec des administrateurs, alors qu'on peut très bien créer une société par action simplifiée unipersonnelle, une SAS, avec une seule personne, et donc c'est beaucoup plus souple. Donc autant d'éléments qui font que, et chaque dossier est un dossier à part, comme je le disais tout à l'heure, donc autant d'éléments qui font que, alors il y a aussi un point important que nous soulevons quand les clients viennent nous voir. D'abord, c'est au niveau de l'objet social d'une société. Il est important, dès le premier rendez-vous, de déterminer quel est l'objet social de la société. Si vous écrivez « mon objet social », par exemple, c'est la vente des ordinateurs. Pourquoi pas? Mais demain matin, avec la vie qui évolue, l'évolution du marché, vous pouvez être amené à vendre autre chose que des ordinateurs. D'où l'importance donc d'étendre son objet social, de réfléchir sur un objet social beaucoup plus large, de telle manière qu'on n'ait pas à chaque fois à modifier les statuts, parce que modifier les statuts, ça a un coût. Alors à chaque fois, on ne va pas se dire « Ah ben j'ai une activité, je vais rajouter celle-là. Puis dans 2 ans, je vais en rajouter une autre. » Donc là, nous insistons beaucoup avec le client, nous prenons du temps avec le client pour définir un objet social suffisamment large pour qu'il soit à l'aise et que, bon, ben, s'il y a une modification, une extension d'objet qui doit intervenir, elle intervienne le plus tard possible. Et puis un autre point important, ce sont les associés. Il est important de rappeler à nos futurs chefs d'entreprise que lorsqu'on s'associe avec quelqu'un, c'est un acte, c'est une décision importante. Parce qu'une association, c'est pire qu'un mariage. J'ai un ami expert comptable qui, il y a 20 ans de ça, nous disait, quand on discutait, on divorce, un couple divorce. Nous sommes mariés, nous sommes associés. Mais le divorce est possible. Aujourd'hui, après 2 ans de rupture de vie commune, on peut divorcer, même si l'autre n'est pas d'accord. Un salarié qui vous ennuie, vous pouvez vous en séparer par le licenciement, par une rupture amiable. Il y a des moyens. Mais un associé avec qui vous ne vous entendez pas, un associé qui ne veut pas quitter la société, eh ben on ne peut pas s'en séparer. Après, la conséquence, une des conséquences dramatiques de cette affaire, c'est la dissolution de la société. Et nous voyons souvent des cas. Et alors souvent les gens nous disent, nous voulons, je mets monsieur un tel ou madame un tel associé parce que c'est un ami, parce qu'il m'a rendu service. Alors il y a d'autres moyens de remercier un ami
que le mettre associé dans votre société. C'est un point très, très, très important. Hein. Et puis le problème des enfants. Il y a des sociétés, par exemple, parlons de la société civile immobilière, eh bien, les enfants mineurs, il est préférable de ne pas les mettre parce que la responsabilité est indéfinie par rapport au pourcentage du chiffre d'affaires. Et si jamais la société civile immobilière a un problème, vous obérez l'avenir de votre enfant. Donc, ce n'est pas prudent. Donc là encore, le conseil,